L'autre jour, je me suis réveillé avec une mission. Trouver un de ces animes, vous savez, ceux que tout le monde déteste ou dont on a oublié l'existence, comme Mao Sensu. Et il n'a pas fallu longtemps pour que je me souvienne de l'infâme conception. L'histoire commence avec notre protagoniste qui reçoit des nouvelles inattendues de son amie d'enfance. Elle est enceinte. Oui, c'est ça, droit au but. Elle lui dit qu'ils vivent seuls depuis 3 ans et que c'est de sa faute si elle en est arrivée là. Cette pauvre fille croit sérieusement qu'elle est tombée enceinte rien qu'en parlant d'amour avec notre japonais incroyablement moyen. Il est évidemment stupéfait et lui demande si elle est sérieuse. Amahiro le confirme, elle est enceinte. Puis elle abandonne immédiatement la comédie, disant qu'elle sait comment les bébés sont faits, mais elle le taquine quand même en lui demandant s'il est curieux de savoir qui est le père du bébé. Au lieu de jouer le jeu, il se montre soucieux de son bien-être. Elle balaie son inquiétude et s'apprête à révéler l'identité du père. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Bumizekai, le dieu d'un autre monde, les convoque tous les deux de nulle part. Et, tenez-vous bien, il n'utilise même pas de camion. Point déduit immédiatement. Itsuki se réveille le premier dans ce monde étrange et aide Amahiro à reprendre ses esprits. Elle reprend là où elle s'était arrêtée, parlant toujours de sa grossesse. Elle dit que l'enfant n'a pas de père et qu'elle a découvert qu'elle était enceinte en cherchant ses symptômes sur Google. Après avoir fait plusieurs tests de grossesse, tous positifs, elle n'a pas consulté de médecin et a décidé d'annoncer elle-même la nouvelle à Itsuki. En entendant cela, Itsuki la traite d'idiote et lui dit qu'il va l'emmener chez un médecin. Soudain, Amahiro s'effondre de douleur et, de nulle part, un monstre sort de son corps et attaque Itsuki. Celui-ci esquive quelques coups, mais se retrouve plaqué au mur. Alors qu'il semble au pied du mur, son bras s'illumine et une épée se matérialise dans sa main. Même s'il est clairement dépassé par les événements, il s'avance et protège Amahiro. Le monstre charge, mais Itsuki le coupe en deux comme s'il était fait de papier. Après le combat, il remarque une fissure lumineuse dans l'air et la traverse, laissant le donjon derrière eux. Ce qui les accueille est un monde comme ils n'en ont jamais vu. À ce moment-là, Amahiro a une marque lumineuse sur son visage et Itsuki en a une sur sa main. Les deux idiots en rient comme s'ils venaient de se faire tatouer la même chose. Leur moment de complicité est interrompu lorsqu'une étrange petite créature se glisse sur l'estomac d'Amahiro. Elle tente immédiatement de l'écraser, mais la chose survit et se présente comme un humain. Puis, dans un moment des plus étranges, la créature renifle Amahiro et annonce qu'elle est pure et qu'elle n'a pas d'expérience. Une vraie classe. C'est alors qu'un nouveau personnage fait son apparition. Narcisse. Ce type entre comme s'il était le propriétaire des lieux et demande qui sont ces deux clowns. La créature en peluche lui répond qu'il s'agit des êtres divins du moment. Narcisse leur souhaite la bienvenue et les prévient que la forêt est dangereuse et qu'il ferait mieux de le suivre. Il s'avère que Narcisse est un scientifique du royaume de Grandvania, un pays magique situé dans une autre dimension. Il explique que leur monde fonctionne à un tout autre niveau, plein d'êtres divins, de magie et de prophéties. Finalement, ils sont conduits au roi de Grandvanie en personne. Pas de grande formalité, ce type passe directement aux choses sérieuses. Il leur explique que le royaume est confronté à une grave crise et qu'ils ont été convoqués pour le sauver. Apparemment, tous les 10 ans, des êtres divins d'un autre monde apparaissent, marqués de symboles qui leur confèrent de puissantes capacités. Itsuki et Amahiro sont les élus de cette année. Et s'ils n'accomplissent pas leur mission, oui, le monde entier pourrait s'écrouler. Itsuki dit au roi d'aller se faire foutre en disant qu'il a cours de maths demain. Et Mahiro dit qu'elle est enceinte et qu'elle ne peut pas se battre. Cela dit, elle s'évanouit et le roi demande qu'on l'emmène à l'infirmerie. Après cela, le roi ignore complètement Itsuki, le laissant seul avec ce raton laveur qui parle. Le raton laveur, avec un sourire pervers sur le visage, dit plusieurs atrocités qui pourraient facilement faire tomber cette vidéo. Donc je vais juste l'ignorer. Peu après, Itsuki est emmené dans sa chambre, où il ferme les yeux pendant quelques minutes et se réveille attaché à un lit. Le médecin du tribunal, Réon, surgit de nulle part. Elle dit à Itsuki de rester calme, car elle ne lui enlèvera pas ses sous-vêtements, ce qui rend Itsuki triste. Réon dit ensuite à Itsuki qu'il a reçu de nombreuses marques sur son corps, ce qui le rend tout à fait spécial. Itsuki demande alors ce qu'il doit faire pour retourner dans son monde, disant qu'il remplira n'importe quelle mission, tant qu'il peut rentrer chez lui. Et Réon dit que son but dans ce monde est d'entrer dans les donjons et d'éliminer les impuretés, finalement vaincre le roi démon et sauver ce monde, parce que les êtres de ce monde n'ont pas la force de le faire. Il dit qu'il n'est qu'un étudiant normal, mais Réon dit qu'il est un être divin, et commente également la véritable intrigue de cette histoire, qui est que les prêtresses des 12 constellations l'aideront à mener à bien sa mission dans ce monde. Gushini dit que chacune de ses filles est capable de faire quelque chose de différent, révélant que l'auteur de cet anime a même inclus des petites filles dans le cercle, et que c'est la raison pour laquelle les auteurs utilisent des pseudonymes au Japon, au lieu d'utiliser leur propre nom, afin d'éviter de payer des impôts et d'échapper à la prison. Réon dit maintenant à Mahiro qu'elle est aussi une prêtresse et qu'elle représente la constellation de la Vierge. Réon dit à Mahiro que les symptômes de grossesse qu'elle ressentait n'étaient qu'une impureté dans son corps, et qu'au moment où elle est devenue la prêtresse de la constellation de la Vierge, cette impureté a quitté son corps, ce qui la rend heureuse, car se sentir enceinte sans même s'être assise sur la chose dangereuse était quelque chose qui l'inquiétait vraiment. Le Gushinin commence alors à chuchoter à l'oreille d'Itsuki, lui disant qu'il a une mission plus importante, à savoir un rituel pour sauver le monde. En fait, il devra développer une histoire d'amour avec chacune des prêtresses et avoir un enfant avec chacune d'entre elles. Itsuki trouve cette histoire très intéressante et fait un sourire diabolique, et Réon lui demande de s'entraîner d'abord avec Mahiro avant que le plat principal ne soit servi. Mahiro ne semble pas prête à porter un vrai enfant, mais tout le monde la rassure
rassure en lui disant que ça fait mal au début, mais qu'ensuite elle ne ressentira que du plaisir. Et Réon dit encore à Mahiru que c'est nécessaire pour qu'un jour elle puisse retourner dans son monde. Réon prend Itsuki à part et lui dit d'y aller doucement avec Mahiru. C'est sa première fois, après tout. Itsuki acquiesce, déterminé à relever ce nouveau défi. Une fois qu'il est enfin libéré de ses chaînes, littéralement, il s'assoit avec Mahiru pour parler du rituel. Mahiru admet qu'elle n'est pas très à l'aise à l'idée d'être observée pendant un tel rituel, et pour ne rien arranger, ils sont censés faire un bébé au cours du processus. Heureusement, le raton laveur arrive pour la calmer. Elle lui explique que le rituel de la prêtresse est totalement différent de ce qu'elle imagine. En fait, l'enfant naît par magie au milieu du rituel. Mahiru et Itsuki sont, comme on peut s'en douter, encore très troublés. Raccoon commence alors à positionner Mahiru comme si elle se préparait à une étrange séance photo de cosplay, en lui expliquant comment recevoir correctement une épée. Itsuki intervient rapidement et envoie Raccoon à travers la pièce, en disant que Mahiru n'est clairement pas à l'aise avec ça. Il se tourne alors vers Mahiru et lui dit que, pour le bien du monde, ils doivent aller jusqu'au bout du rituel. Elle est d'accord, si c'est ce qu'il faut faire pour rentrer chez elle, alors elle le fera. Ils se mettent tous les deux au lit et, ils restent littéralement allongés, maladroits. Puis, boum, un bébé magique surgit de nulle part. Réon arrive ensuite et lui annonce que le rituel n'implique pas ce genre d'action. Itsuki reste abasourdi, trahi par la logique de l'animé. Réon leur dit de ne pas faire aveuglément confiance à Raccoon et leur explique que le rituel consiste simplement à partager la chaleur du corps pour activer la magie. C'est tout. Aucune scène gênante n'est nécessaire. Juste à temps, un enfant apparaît. Virgo, l'enfant étoile de la constellation de la Vierge. Bien qu'il n'ait pratiquement rien fait, Mahiru et Itsuki rayonnent de fierté, comme s'ils avaient accompli quelque chose d'important. Le lendemain, Mahiru et Itsuki se croisent à nouveau et n'arrivent toujours pas à se regarder dans les yeux. Ils demandent à Raccoon où se trouve leur bébé magique et elle leur explique que Virgo est né avec la mission de devenir un guerrier et qu'il est déjà parti s'entraîner. Ils pourront lui rendre visite plus tard, mais pour l'instant, ils ont d'autres responsabilités. Alors qu'ils poursuivent leur voyage, une scène de grotte aléatoire se produit, littéralement forcée par l'intrigue, et Mahiru finit par trébucher et tomber sur Itsuki dans le style classique de l'animé. Elle s'en débarrasse immédiatement en disant qu'elle est en retard et commence à lire les lignes d'un script. Ils sont tous les deux confus, mais leurs questions trouvent une réponse lorsqu'ils atteignent enfin leur destination, une école. Itsuki et Mahiru y rencontrent les autres prêtresses. Elles sont toutes très belles et souhaitent manifestement faire plus ample connaissance avec Itsuki, ce dont ce dernier ne se plaint pas. En fait, il va directement voir Raccoon et lui demande de l'aide pour flirter avec elle. Raccoon est embarrassée, mais se ressaisit comme une vétérane. Elle donne à Itsuki un livre intitulé « Meilleure position pour faire un bébé », comme si elle était Yoda avec un guide de rencontre. Elle lui explique également que plus le lien qu'il forme avec une fille est fort, plus l'enfant des étoiles qui en résultera sera puissant. Plus tard, ils se rendent tous dans un jardin luxueux pour y prendre des collations. Les prêtresses sont choyées comme des princesses, servies par ce qui semble être une petite armée de servantes. Mais quelque chose ne va pas. Ruka semble distante. Et Itsuki, désireux de maximiser ses liens sociaux, va la voir. Il la trouve en train de cueillir des fleurs. Elle lui explique qu'elle travaille dans un orphelinat et qu'elle veut ramener les fleurs pour les enfants. C'est gentil, et elle est sincèrement touchée qu'il l'aide. Mais, coup de théâtre, Ruka lui dit de ne pas faire semblant d'être un gentil, car elle peut lire dans les pensées. Selon elle, tous les hommes sont pareils, des cerveaux remplis de pensées cochonnes. Itsuki admet que ce n'est pas tout à fait faux, mais il dit qu'il se contrôle en pensant à sa ferme Minecraft. Naturellement, Ruka appelle Cap et s'approche pour lire ses pensées. Mais elle n'entend rien. Soit son esprit est un trou noir, soit elle ne peut pas lire en lui parce qu'il vient d'un autre monde. Découragée et ne sachant que faire de lui, elle se retire pour l'instant. Dès qu'elle le fait, Mahiru apparaît légèrement altérée, ressentant une étrange chaleur dans son corps. Elle a consommé des bonbons trempés dans l'alcool et s'est légèrement enivrée. Puis elle a décidé de remercier Itsuki d'avoir pris soin d'elle depuis toujours et l'a serrée dans ses bras, tout en parlant de la promesse qu'il s'était faite à l'école primaire, mais dont il ne se souvenait pas. Elle change rapidement de sujet et lui dit de se lier d'amitié avec les autres filles, car elles doivent donner la vie aux enfants des autres constellations. Ensuite, la ratonne emmène Itsuki voir l'entraînement de son premier fils. Au moment où Itsuki arrive, la gardienne abandonne sa personnalité brutale et utilise tout son pouvoir de séduction en se présentant sous le nom d'Alfie. Cependant, Raccoon le réprimande et demande à Itsuki de ne s'occuper que des prêtresses. De plus, il lui dit que s'il ne fait pas d'autres enfants rapidement, sa première mission dans le labyrinthe sera très difficile. Itsuki dit qu'il ne connaît pas assez bien les autres filles pour développer une quelconque intrigue, mais Raccoon lui répond que c'est le moment où il doit montrer qu'il est un vrai homme. Ils se rendent ensuite à l'orphelinat où Ruka travaille et Itsuki lui demande de l'aider à créer bientôt un enfant de la constellation. Itsuki touche le bon cœur de Ruka en lui disant qu'il n'a actuellement qu'un seul enfant pour l'accompagner dans le labyrinthe et que la petite Virgo se sentirait trop seule, alors il voulait avoir un autre enfant avec elle pour que Virgo puisse avoir de la compagnie. Ruka comprend ce sentiment et dit qu'il devrait faire un enfant fort et adorable. Elle demande à Itsuki comment ils peuvent commencer et il lui répond qu'il a appris ces choses dans un livre. Cela dit, il commence à lui enlever ses vêtements et elle demande avec embarras d'éteindre la lumière. Mais Itsuki dit que la première règle du livre est de ne jamais éteindre la lumière pendant l'amour, parce qu'une belle fille
fille doit être regardée de face. Ruka lui demande s'il sait comment elle peut être plus à l'aise, et il lui répond qu'il atteindra l'orgasme avant lui. Le lendemain, le roi accorde à Itsuki la protection des 12 constellations. Il parle de devoir divin et de sauver le monde. Mais soyons honnêtes, Itsuki n'en comprend pas un traître mot. Tout ce à quoi il pense, c'est « D'accord, qui est le prochain sur la liste des bébés ?» Mais avant qu'il ne puisse prendre d'autres décisions douteuses, il est envoyé dans son premier donjon. À l'entrée, toutes les filles s'alignent comme des pom-pom girls pour lui souhaiter bonne chance, ainsi qu'aux enfants étoiles. Cette fois, Raccoon l'accompagne en tant que guide officiel du donjon. Elle lui explique que le donjon comporte plusieurs étages, chacun avec sa propre disposition, ses pièges et ses ennemis. Heureusement pour lui, ce sont les enfants stars qui se battent le plus. Ou du moins, ils essaient de le faire, jusqu'à ce que le mini-boss du donjon apparaisse et les projette à travers la pièce comme des kills de bowling. Ils ne sont pas morts, mais juste assommés. C'est donc au papa le plus désorienté du monde de se battre seul. Le monstre renverse Itsuki sur le sol, le dépouille de son épée et le fait s'agenouiller en signe de défaite. Pendant ce temps, ses enfants vedettes se transforment en peluches sans vie. Se rendant compte qu'il n'est pas à la hauteur, Itsuki prend la bonne décision et s'en va. À l'extérieur du donjon, il réfléchit à la bataille et décide que la solution est évidente. Plus d'enfants et de meilleures méthodes d'entraînement. Une fois dehors, les enfants en peluche redeviennent normaux. Et Raccoon explique que lorsque les enfants stars sont en grand danger, ils se transforment en poupées sacrées pour se protéger. Les blessures causées par le donjon guérissent automatiquement après la sortie, si bien qu'ils reviennent tous en un seul morceau. Que fait Itsuki? Il s'époussette et retourne dans le donjon, toujours plein d'une confiance mal placée, tandis que Raccoon marche à ses côtés en lui suggérant toutes les choses douteuses qu'il aurait pu faire pour gagner en puissance. Quelques minutes plus tard, il ressort complètement vidé, n'ayant absolument rien accompli. Plus tard, il rencontre à nouveau Narcisse, qui entend parler de la situation et propose une solution de génie, le rituel du double amant. Oui, c'est bien ainsi qu'il s'appelle. Selon des livres anciens, probablement peu fiables, ce rituel consiste à créer un enfant avec deux prêtresses en même temps, et le résultat est censé être le plus puissant enfant des étoiles jamais né. Raccoon intervient pour expliquer les détails, disant qu'il n'a qu'à répéter le rituel précédent, mais cette fois-ci avec deux filles au lieu d'une. Elle dit même qu'il peut rester allongé et les laisser absorber son énergie, comme s'il était une sorte de buffet humain. Oui, il s'agit là d'une véritable histoire. Narcisse l'avertit que cela n'a pas été tenté depuis plus de 100 ans, et qu'il n'y a donc aucune preuve que cela fonctionne. De plus, cela pourrait être dangereux pour Itsuki, puisqu'il est le vaisseau divin dans ce scénario. Il doit donc décider si le jeu en vaut la chandelle. Itsuki demande du temps pour y réfléchir, et juste avant de partir, Raccoon aborde au hasard le sujet des sources thermales, mais il est trop distrait pour y prêter attention. Au lieu de cela, il tombe sur Mahiru et manque de révéler le plan du double rituel. Il hésite, pensant qu'il vaut mieux garder ce petit détail pour lui, ce qui est sans doute une bonne décision. Après quelques autres étranges coïncidences de l'anime, ils se retrouvent tous les deux aux sources d'eau chaude. Mahiru suggère avec désinvolture qu'ils prennent un bain ensemble, puis commencent immédiatement à se déshabiller. Et bien sûr, comme tout protagoniste d'anime qui se respecte, les yeux d'Itsuki se mettent en mode soucoupe, mémorisant chaque pixel de la scène. Cependant, Mahiru avait préparé une tenue pour ce moment. Après qu'elle soit entrée, Itsuki se déshabille et entre avec elle dans les sources d'eau chaude. Mahiru, en le voyant torse nu, remarque ses blessures, mais il dit que tout va bien. Elle commence à se souvenir de ses pas dans ce monde et se rappelle le rituel qu'ils ont accompli. En se souvenant de cela, elle s'évanouit et ne se réveille que quelques heures plus tard, alors que le jour commençait déjà à s'assombrir. Mahiru s'aperçoit rapidement que son trousseau a disparu et demande à Itsuki où il se trouve. Il lui répond que le trousseau a probablement été oublié dans l'eau. À ce moment-là, elle désespère de trouver le trousseau, mais Itsuki le fait lui-même pour elle. Il trouve facilement le porte-clés et après l'avoir rendu à Mahiru, les deux commencent à développer une petite intrigue romantique. Mais la guaxinim les interrompt, disant que s'ils veulent faire quelque chose de pervers, ils devraient le faire dans le wagon spécial qu'elle a préparé, car le wagon est équipé du meilleur équipement pour ce genre de choses. La guaxinim explique en détail les outils pervers dont son chariot est équipé, ce qui met Mahiru dans l'embarras. Cependant, Itsuki trouve un défaut majeur au wagon, à savoir qu'il est parfait pour les choses perverses, mais qu'il est complètement transparent, ce qui peut complètement gâcher l'ambiance. Après cela, Itsuki est allé voir Rione pour qu'elle s'occupe de ses blessures. Là, la guaxinim pleure, disant qu'Itsuki a ruiné son plan parfait, impliquant le chariot de rêve. Et peu après, la guaxinim commence à dire qu'Itsuki devrait se préparer à effectuer un double rituel. Cependant, Rion dit qu'avec ses blessures actuelles, il ne devrait pas être en mesure d'accomplir un rituel aussi avancé. La guaxinim se moque de Rione, disant qu'elle a l'intention de profiter de l'être divin d'une manière impure, mais cela ne fait qu'irriter Rione, qui punit la guaxinim d'une injection et lui passe même les menottes aux mains. Rione demande alors à Itsuki de pratiquer le double rituel avec elle et lui demande de choisir l'une ou l'autre grotte pour être la deuxième partenaire féminine du rituel. Il est enthousiaste à cette idée, mais la faim le tenaille et Rion lui demande s'il veut manger une pomme. Itsuki dit qu'il aimerait bien une pomme cuite, ce qui rappelle à Rione son frère décédé il y a 5 ans. Le guaxinim pleure en entendant la triste histoire du frère de Rione et leur conversation se termine, Rione demandant à Itsuki de trouver l'autre fille pour qu'il puisse pratiquer le double rituel. Il rentrait chez lui en pensant
pensant à tout cela, jusqu'à ce qu'il entende des hommes crier dans un bar et qu'il voit une fille nommée Fallon en train de danser. Il l'ovationne et lui dit qu'elle est très belle. Elle reconnaît en lui un être divin et lui demande si c'est à son tour d'être utilisée. Cela dit, elle avoue qu'elle adore voyager et qu'elle déteste avoir été forcée d'arrêter ses voyages pour devenir prêtresse. Itsuki passe alors en mode attaque et s'approche d'elle en lui mordant le cou et en lui disant qu'il va l'aider à faire le voyage le plus agréable de sa vie. Il n'a appris à faire cela que grâce au livre que Guaxinim lui a donné et d'après la réaction de Falun, sa séduction a fonctionné. Un peu plus tard, le double rituel commence et mon éditeur censurera tout, mais au moins je vous raconterai ce qui se passe. Tout d'abord, Itsuki ouvre grand les yeux pour profiter pleinement de la vue de Mahiru, mais le karma frappe vite. Son nez se met instantanément à couler du sang comme un robinet cassé. Après s'être remis de ce classique de l'anime qu'est le saignement de nez du désir, le rituel magique et absurde commence. De ce désordre chaotique mais sacré naissent deux nouveaux enfants des étoiles, Capri et Scorpion. Narcisse est époustouflé par les résultats. Il s'incline pratiquement devant Itsuki, s'excusant d'avoir douté de lui et le qualifiant de être divin incroyable. Pendant ce temps, les deux prêtresses impliquées dans le rituel tiennent à peine debout, marmonnant à quel point elles ont été oblitérées par la force divine connue sous le nom d'Itsuki. Même le raton laveur, oui, ce raton laveur, est visiblement ébranlé. Le lendemain, armé de 4 enfants étoiles et d'une confiance retrouvée, Itsuki replonge dans le donjon. Cette fois, il gagne. Le boss de l'étage qui les avait détruits plus tôt est neutralisé et ils réussissent leur première purification du labyrinthe. Progrès. Plus tard, alors qu'ils tentent d'échapper aux allusions incessantes de Raccoon et à ses propres pensées intrusives, Itsuki se réfugie dans une église et tombe sur Hari, la gentille prêtresse qui s'occupe de l'orphelinat. Elle est ravie de le voir, mais elle est débordée de travail et leur conversation est de courte durée. Il lui laisse un peu d'espace et retourne à ses mésaventures habituelles. Scène suivante. Itsuki est coincé dans une file d'attente ridiculement longue et parvient à peine à obtenir de la nourriture. Alors qu'il s'éloigne, il aperçoit une autre prêtresse et tente de l'approcher, mais elle s'enfuit dès qu'elle le voit. Naturellement, il se lance à sa poursuite, mais elle disparaît sans laisser de traces. Alors qu'il se demande ce qui se passe, on voit la jeune fille elle-même, seule et triste, se demandant pourquoi elle aurait été choisie pour devenir prêtresse. Elle s'appelle Yuzuha et elle ne va manifestement pas très bien. Itsuki, se sentant coupable de l'avoir effrayée et inquiet qu'elle n'ait pas déjeuné, décide de se rendre chez elle avec du pain, en guise d'offrande de paix. Elle ouvre la porte juste assez pour le voir, puis tente de la lui fermer au nez, mais il insiste sur le fait qu'il n'est venu que pour lui apporter quelque chose à manger. Étonnamment, cela fonctionne. Yuzuha le laisse entrer et Itsuki apprend rapidement qu'elle ne voulait pas le pain pour le manger, mais pour son projet artistique. Elle finit par esquisser un sourire, le remerciant de sa prévenance. Elle lui prépare du thé et il s'assoit pour une conversation étonnamment saine. Itsuki la fait rire à plusieurs reprises et s'intéresse sincèrement à ses peintures. Elle lui parle même de son mode de vie et lui montre son lit, un véritable cercueil doré. Itsuki fait remarquer que les cercueils sont généralement destinés à d'autres usages, mais Yuzuha insiste sur le fait qu'il est douillet et parfait pour rêver. Elle lui explique que son art est basé sur ses rêves, mais que ces derniers temps, elle n'a pas pu rêver du tout. Cela l'a plongée dans un blocage créatif et elle craint que son inspiration ne disparaisse pour de bon. Itsuki lui suggère d'aller prendre l'air, mais elle lui répond qu'elle n'est pas encore prête à sortir. Il promet donc de revenir le lendemain avec d'autres collations et insiste pour qu'ils sortent et s'amusent un peu. Bien sûr, le lendemain, il attend avec une quantité ridicule de nourriture. Le raton laveur arrive pour le taquiner, disant qu'il fait du bon travail pour la conquérir. Itsuki lui dit d'arrêter, qu'il ne fait que le soutenir. Finalement, Yuzuha apparaît, le cercueil attaché à son dos comme une mode. Elle l'a même décoré de rubans et de breloques. Itsuki la complimente sur son goût unique et elle s'illumine. Elle admet que parler avec lui est la première fois depuis longtemps qu'elle se sent à l'aise avec quelqu'un. Itsuki, curieux, lui demande si elle transporte quelque chose à l'intérieur du cercueil et elle l'ouvre pour révéler son matériel de peinture, prêt à l'emploi. Cependant, elle ne sait pas si elle sera capable de peindre à cause de son manque de rêve. Itsuki lui dit alors de chercher l'inspiration dans la nature et elle décide d'essayer. Cependant, alors qu'elle se débattait, le raton laveur pressait son corps contre une branche d'arbre, ce qui a poussé un garçon à traiter le raton laveur d'étrange. Et sa mère, voyant cela, a dit au garçon de ne pas regarder. Yuzuha a pensé que l'étrange personne était elle. Elle est donc rentrée chez elle, s'est mise dans son cercueil et y était restée en pleurant. Se sentant mal à propos de ce qui s'est passé, Itsuki décide d'aller à l'église pour demander pardon d'avoir été un idiot. À ce moment-là, la prêtresse de l'église apparaît et dit à Itsuki que Yuzuha est atteinte d'une maladie qui consume sa vie pendant son sommeil et que dans le futur, Yuzuha mourra dans son sommeil. Par conséquent, pour ne pas causer de problème, Yuzuha dort toujours dans un cercueil. Après avoir raconté des ragots sur la vie de Yuzuha, Hari dit à Itsuki de ne pas l'abandonner, car il pourra peut-être la guérir grâce à son pouvoir divin. Après cela, il quitte l'église et rencontre le raton laveur qui construit un cercueil pour s'excuser auprès de Yuzuha. Itsuki a une idée géniale et décide d'inviter Yuzu à sortir, révélant qu'il a apporté son cercueil, disant que son cercueil sera ami avec le sien. Il invite Yuzuha à s'amuser avec lui et elle accepte. Ils s'amusent beaucoup et à la fin de la journée, ils s'assoient par terre et parlent de choses agréables, comme le fait qu'ils sont deux fous qui se promènent en portant
portant leur propre cercueil. Yuzua s'endort de fatigue et le lendemain, elle dit à Itsuki qu'elle a recommencé à rêver. Elle remercie Itsuki et lui dit qu'elle veut lui donner quelque chose en échange de son aide. Il refuse en disant qu'il ne peut pas accepter. Cependant, d'un air sérieux, Yuzua dit qu'elle veut accomplir son devoir de prêtresse avec lui, ce qu'Itsuki accepte rapidement, heureux qu'elle veuille avoir un enfant avec lui. Sans hésiter, ils se mettent en route pour faire ce qui doit être fait. Le lendemain, le raton laveur donne à Itsuki une belle boîte et lui dit que cette boîte est un cadeau pour Harry. Il va la voir et lui donne le cadeau, sans même regarder le contenu. À la fin, elle affiche un sourire diabolique et dit qu'il connaît son secret. Cela dit, elle commence à frapper Itsuki avec un fouet. Sinistre. Une semaine plus tard, à l'intérieur du donjon, Itsuki vainc facilement l'ennemi suivant, débloquant ainsi le 4e chemin, qui sera plus difficile qu'auparavant. Le raton laveur lui dit alors qu'il n'y a pas d'autre choix que d'augmenter le nombre d'enfants dans la constellation. Itsuki dit qu'il a passé les derniers jours à se battre et qu'il n'a pas vu de fille. Et en réponse, le raton laveur dit que c'est exactement pour cette raison qu'elle a préparé un événement spécial pour Itsuki, la fameuse aventure d'été, qui est en fait un épisode de plage précoce, ce qui est parfait pour qu'Itsuki puisse développer plus d'histoires romantiques avec les filles. Quelques jours plus tard, nous voyons tout le monde dans un bus en direction de la plage, afin qu'ils puissent tous vivre leurs fameuses aventures estivales. En chemin, un garçon nommé Seiya garit sa voiture de luxe à côté de leur petit bus. Itsuki demande qui est ce type, et la fille à la boule de cristal explique qu'il s'agit d'un célèbre beau gosse de l'école qui est secrètement un harceleur des Taserdotidas. Toutes les filles pensent qu'il a d'autres intentions, mais la fille à la boule de cristal dit que ce n'est pas une mauvaise personne, mais plutôt un playboy qui n'a pas l'intention d'abandonner. La fille se demande comment il a découvert qu'ils allaient à la plage, et c'est lorsqu'elle a dit cela que le raton laveur a commencé à agir comme un véritable suspect d'un crime, tout en cachant le fait qu'elle a posté sur son réseau social à propos de leur voyage. Lorsqu'ils arrivent enfin à la plage, les filles commencent à s'amuser en jouant au volleyball et en prenant des bains de soleil. Itsuki est fasciné par ce spectacle, et le raton laveur essaie d'enlever ses sous-vêtements pour pouvoir commencer immédiatement les rituels avec les filles. Cependant, le raton laveur est jeté, et maintenant en paix, Itsuki essaie d'entamer une conversation avec le Taserdos de la boule de cristal, et pendant qu'ils essaient de parler, Seiya prend plusieurs photos de lui. La fille à côté d'Itsuki raconte qu'une fois, Seiya est allé la voir pour lui lire l'avenir, mais qu'il ne l'a pas laissé dire quoi que ce soit, se contentant de dire qu'il était le plus bel homme et que toutes les Taserdos seraient ses femmes. Itsuki dit que c'est de la folie, mais Lilith ne comprend pas et commence à croire qu'il a dit que sa voyance est folle. Elle se met à pleurer et sa deuxième personnalité prend le contrôle, qui dans ce cas est Lilia. Elle commence à se disputer avec Itsuki, lui demandant pourquoi il doute de la voyance de Lilith, et Itsuki se lève et dit qu'honnêtement il est athée et ne croit pas en Dieu ou même en quelque chose de faux comme la voyante. Agacée, Lilia demande à Lilith de revenir pour qu'elle puisse lire l'avenir d'Itsuki et prouver que Lilith ne se trompe jamais. Elle revient et Itsuki accepte qu'on lui lise l'avenir. Elle lit sa fortune, mais gênée de révéler ce qu'elle a découvert, elle écrit quelque chose sur un bout de papier et laisse Lilia prendre le contrôle de la situation. Lilia recommence à se battre avec Itsuki, et pendant ce temps, le raton laveur écoute toute leur conversation pour la transmettre plus tard à Seiya, puisque Playboy a promis de la récompenser pour son aide. Lilia trouve le papier de fortune à sa taille et le lit. À ce moment-là, elle devient gênée et révèle peu après à Itsuki que Lilith a vu un drapeau de mort pour sa fortune, et qu'il doit donc devenir encore plus fort pour ne pas perdre la vie. Après cela, Lilith revient et demande à Itsuki ce qu'il compte faire à propos de sa mort. Il répond qu'il ne croit pas à la cartomancie, mais qu'il a l'intention de faire tout ce qui est en son pouvoir pour ne pas mourir. Il demande quand sa mort surviendra, et Lilith répond que son pouvoir peut être utilisé pour changer l'avenir. Elle le prouve en disant que Seiya ne l'ennuiera plus dans le futur, et nous voyons alors le raton laveur faire s'évanouir le garçon riche après avoir atteint son paroxysme. Cette vision est dégoûtante, mais elle pousse Itsuki à croire en la voyance de Lilith, et il lui demande alors ce qu'il doit faire pour ne pas mourir. En réponse, elle lit à nouveau son avenir et découvre quelque chose qui la rend encore plus honteuse qu'auparavant. Elle écrit tout sur un morceau de papier et laisse Lilith s'occuper de tout. Puis la scène se termine sur Itsuki qui fait un autre enfant. Et maintenant, il a tellement d'enfants que je n'arrive même plus à compter combien il y en a. Il s'entraîne jour après jour, et lors d'une visite à ses enfants, il aperçoit Seiya en train de piquer Harry, et il court pour l'attaquer, mais Seiya s'enfuit. Harry, qui était déguisée, est surprise qu'Itsuki l'ait découverte. Elle se rend ensuite chez un forgeron et obtient une arme spéciale qu'elle a commandée. Son but est d'utiliser cette arme pour attendre Itsuki pendant qu'il se bat pour le bien de ce monde. En entendant cela, le forgeron rit et dit que n'importe quel homme serait honoré de l'avoir comme épouse. Elle retourne à l'église et de nulle part, Seiya apparaît, fuyant quelque chose. Il demande à être hébergé dans l'église, ce qu'Harry accepte. Elle écoute même les souhaits de Seiya et lui souhaite bonne chance dans sa cause. Après avoir écouté ses souhaits, elle lui demande d'écouter les siens. Puis la scène se termine sur Seiya brandissant l'arme qu'Harry vient d'acquérir. Il tombe de nulle part et Itsuki, qui cherchait Seiya, entend le bruit d'une femme qui se fait violer. Il entre dans l'église et trouve Seiya sur Harry. Furieux,
Furieux, il promet de la protéger, mais Ari décide de révéler ses secrets à Itsuki pour prouver que Seiya ne faisait que l'aider. Il s'avère qu'elle est une grande fan d'armes, mais pas au sens normal du terme. Maintenant qu'Itsuki connaît son secret, elle lui demande d'enlever sa chemise et de tester ses armes. Pendant ce temps, elle oblige Seiya à prendre des photos de lui. Peu après, elle révèle son arme ultime, disant qu'elle est utilisée dans les cérémonies de mariage. Cependant, en bon japonais, Itsuki dit que ce n'est pas une vraie Najinata, ce qui rend Ari très triste. Cependant, Itsuki la complimente sur son goût et lui dit qu'elle obtiendra bientôt l'arme de ses rêves pour les cérémonies de mariage japonaises. En entendant cela, elle le serre très fort dans ses bras et Itsuki, en vrai numéro 10, l'attaque en lui demandant d'avoir un enfant avec lui, ce qu'elle accepte volontiers. Mais quand vient le moment de se faire dévorer par notre numéro 10, c'est elle qui finit par dévorer et torturer le pauvre Itsuki. Quelques jours plus tard, Ari rencontre Seiya, qui lui révèle ses plus belles photos d'Itsuki, révélant que Seiya est en fait un grand fan d'Itsuki et que c'est pour cela qu'il semble toujours traquer l'une des prêtresses, alors qu'en réalité, il n'a Dieu que pour Itsuki. Ensuite, la prêtresse du Verseau est présentée. Elle s'appelle Colette et c'est une grotte vertueuse que tout le monde connaît dans la ville. Elle tient seule une boulangerie à la place de son grand-père, tombé malade. C'est une jeune fille tout à fait innocente. Et maintenant, elle est surveillée par Itsuki, qui a besoin de développer un complot illégal avec elle. Pendant qu'il l'observe, il fait remarquer au raton laveur qu'il se sent mal d'avoir à développer un complot avec elle et lui demande si c'est vraiment nécessaire. En réponse, le raton laveur lui donne un coup de pied et lui dit qu'il est évident qu'il a besoin de commettre une telle atrocité. Quelque temps plus tard, nous voyons qu'Itsuki a décidé d'aider Colette en lui trouvant un emploi à la boulangerie. Cependant, Colette se rend vite compte qu'il ne l'aide que parce qu'il veut faire un enfant constellation avec elle. Il est choqué, ne sachant que dire, et Colette lui répond qu'elle n'a plus de temps à consacrer qu'à sa boulangerie. En réponse, Itsuki fait semblant d'être un bon gars, disant qu'il est sérieusement intéressé à l'aider et que même après qu'ils aient fait un enfant constellé, il ne l'abandonnera pas. Elle lui demande alors si son but ultime n'est pas de faire un enfant de la constellation, et l'intelligence de la jeune fille lui donne mal à la tête en essayant de faire semblant d'être un type bien. Puis il est sincère, disant qu'il veut l'aider et qu'il a aussi besoin de faire l'enfant, mais il lui demande de ne pas y penser maintenant et d'accepter simplement son aide. La jeune fille rit et dit qu'il est très sincère et dit qu'elle aime sa sincérité. Elle l'autorise à l'aider et tous deux commencent à faire du pain. Tout en parlant à la fille, son sourire innocent fait rougir Itsuki et le raton laveur commence à dire qu'elle va appeler la police, mais Itsuki jette le raton laveur en direction de la planète Terre. Quelque temps plus tard, la première fournée de pain qu'ils ont préparée est prête et Colette donne le pain chaud à Itsuki, une scène qui les met tous les deux dans l'embarras. C'est à ce moment-là que le raton laveur réapparaît en racontant des bêtises et qu'il est jeté vers la lune. Après cela, ils mettent tous les deux le pain en vente, mais personne ne vient l'acheter. Pourtant, Colette affirme que cela se produit depuis que son grand-père est malade. Dans le passé, la boulangerie était toujours pleine de gens affamés et elle pense que c'est de sa faute, car c'est la seule raison. Au fil du temps, seuls les amis d'Itsuki sont venus et un peu plus tard, ce sont même ses enfants qui ont été emmenés pour manger du pain. Et Itsuki leur a permis de manger tout ce qu'ils voulaient, puisqu'ils payaient. Heureusement, l'entraîneur avait une bourse bien remplie pour payer tout cela, et Colette voit beaucoup de clients et pense à faire plus de pain. Cependant, Itsuki lui demande pourquoi la boulangerie n'a pas de clients, et alors qu'elle s'apprête à répondre, deux hommes à l'air suspect entrent dans le magasin. Ce sont les propriétaires d'une boulangerie très populaire qui vend du pain prêt à l'emploi dans un emballage, et la boulangerie de Colette est l'endroit idéal pour leur commerce. Ils taquinent Colette en lui demandant de vendre sa petite boulangerie et de se lancer dans une autre activité. Cependant, lorsque les enfants les voient faire, ils commencent à les intimider en disant qu'ils sont les méchants et qu'ils n'ont pas de manière, et l'intimidation des enfants divins fonctionne parfaitement, faisant s'enfuir les deux hommes. Après cela, le raton laveur informe Itsuki que les pains communément appelés paquets de snacks sont une entreprise de la famille de Léo Lacerdotis, Afemiruna, et le raton laveur pense que si Itsuki parle à Afemiruna, elle l'aidera peut-être à résoudre le problème de Colette. Itsuki va voir Afemiruna et, avec la voix d'une femme adulte dans le corps d'une jeune femme, Afemiruna dit qu'elle ne peut pas mélanger le fait qu'elle est une prêtresse avec les affaires personnelles de sa famille. Itsuki la supplie de l'aider, mais Afemiruna ne peut rien faire pour l'aider dans cette affaire. Itsuki essaie d'insister et lui prend la main, mais Afemiruna ne veut pas l'écouter et lui retire sa main avec force. Ce faisant, elle trébuche, se cogne la tête sur une table et s'évanouit. Itsuki, agissant comme un homme bon, enferme l'adulte dans une cave et lorsqu'elle se réveille, il lui rend visite en lui couvrant le visage. La prêtresse Léo est effrayée et demande qui il est, mais Itsuki répond en portant le sac sur sa tête, de sorte qu'elle ne comprend rien à ce qu'il dit. Il lui laisse du pain et quitte la pièce.
pièce, où il rencontre Raccoon, qui lui demande si c'était vraiment une bonne idée d'enfermer Afemiruna dans cet endroit, et Raccoon répond que c'était évidemment une bonne idée, car un être divin ne peut pas faire de mal à une prêtresse, et qu'il n'avait donc pas d'autre choix que de l'enfermer dans une cave. Raccoon dit à Itsuki d'essayer de parler à Afemiruna plus tard, et Itsuki la remercie en disant qu'il pensait qu'elle n'était qu'un animal dégoûtant, qui faisait tout pour faire d'autres enfants. Mais maintenant, il lui fait entièrement confiance. Cela dit, Itsuki va parler à Colette, et lorsqu'il est seul, l'Aguachinin se met à rire et révèle son plan diabolique pour ébranler le cœur de Femiruna par le désespoir. Pendant ce temps, Femiruna tente de quitter le sous-sol par un passage caché, mais lorsqu'elle l'ouvre, elle découvre qu'elle se trouve dans un endroit totalement inconnu, alors qu'en fait, elle n'était que dans une maison, au bout de la ville. Juste à côté d'elle, Colette venait de faire son pain, et Itsuki est allé apporter le pain frais à Femiruna pour qu'elle le mange, mais elle refuse de manger quoi que ce soit par peur de ce qui a pu être mis dedans. Quand Itsuki quitte le sous-sol, Femiruna se désespère, car elle a faim, et pendant qu'elle est ainsi, Colette entre dans l'endroit, qui n'est en fait qu'un débarras, et prend quelques affaires. Toute l'intrigue se déroule comme prévu par les Aguachinin. Cependant, après quelques heures sans manger, Femiruna était presque mourante. C'est alors qu'Itsuki, désespérée, est entrée dans la pièce et a essayé de la nourrir, mais elle ne voulait pas manger. C'est pourquoi il a cessé de suivre le plan de l'Aguachinin et a révélé son visage, disant à Femiruna qu'elle devait manger. Il s'excuse de l'avoir blessée et lui dit que sa santé est plus importante que tout. Femiruna, voyant qu'il s'inquiète pour elle, finit par laisser la folie s'emparer de son esprit et elle commence à voir Itsuki comme un prince qui s'inquiète pour elle. Elle réfléchit aux personnes qui ne se sont rapprochées d'elle qu'en raison de la fortune de son père. Mais Itsuki est différent. Il la regarde d'un air déterminé, de quelqu'un qui la veut à tout prix, ce qui la fait rougir et parler de sa vraie voix. Une voix mignonne. Femiruna finit par céder et mange le pain que le gilet a préparé. Elle trouve le pain délicieux et Itsuki lui demande si elle en veut encore, mais elle répond qu'elle est déjà rassasiée. Itsuki retourne donc travailler et la laisse seule dans l'entrepôt. Pendant ce temps, Aguachinin est tout content, disant que cette noble femme était une cible facile. Après cela, plusieurs intrigues se déroulent à l'intérieur de cet entrepôt. Femiruna reçoit même un bain d'Itsuki, et après tant de développement de haut niveau très bien scénarisé, Itsuki demande à Femiruna d'avoir un enfant avec lui, et elle accepte en disant qu'il sera le premier homme à lui enlever sa pureté. Au moment de créer un enfant, la prêtresse Lion avance sur Itsuki, disant qu'elle est la prêtresse Lion, et que c'est donc elle qui l'attaque au lit. Pendant ce temps, le grand-père du gilet lui demande de participer à un concours lors d'un festival et de gagner, ce qu'elle accepte, en disant qu'elle visera le sommet. Quelques jours plus tard, Aguachinin rit très fort à côté d'Itsuki, et il lui demande ce qu'elle fait. Aguachinin lui montre une affiche du festival de l'étoile sacrée, qui, dans le monde d'Itsuki, s'appelle le festival de l'école. Aguachinin dit qu'Itsuki ne peut pas laisser passer cette occasion en or, et c'est justement pour cela qu'Aguachinin a écrit tout un programme d'horreur pour qu'Itsuki puisse développer ses intrigues avec les filles. Car selon Aguachinin, l'horreur permet aux filles de montrer leurs points faibles, et c'est à ce moment-là qu'Itsuki agira comme un être divin et les sauvera pour gagner le respect des filles et avoir plus d'enfants. Ceci dit, Aguachinin retourne à l'écriture de son scénario, et Itsuki décide de jeter un coup d'œil à l'entrée de l'école. Et ce faisant, il remarque quelqu'un qui court très vite, et ce quelqu'un est une fille qui finit par l'écraser, alors qu'Itsuki se trouvait sur la terrasse de l'école. Elle s'excuse et lui donne une lettre du gilet, après quoi nous voyons que chaque prêtrise prépare ses propres plans pour le festival. Itsuki les félicite pour leurs efforts, puis rencontre Mahiru et Yuusa, qui ont l'intention d'ouvrir un stand ensemble. Il se rend ensuite chez la Veste, qui s'excuse de l'avoir appelée par lettre. Il lui demande ce qui s'est passé, car dans la lettre, elle disait avoir des problèmes, et elle lui dit que le prochain festival est une excellente occasion de promouvoir ses pains. Elle montre donc à Itsuki un livre contenant plus de 100 recettes de pain originales de sa famille. Cependant, pour une raison quelconque, la page numéro 100, qui était une page secrète, a été déchirée et perdue. Elle se souvient qu'il s'agissait de la recette du pain heureux de son grand-père, qui était maintenant très âgé et ne se souvient plus de ce pain heureux. Mais elle veut à tout prix faire ce pain, car elle pense qu'un pain qui rend tout le monde heureux permettra certainement à sa boulangerie de faire à nouveau des ventes. Elle demande de l'aide à Itsuki, avec une étincelle dans les yeux, et celui-ci sent la pureté de la demande de la Veste et l'accepte. Puis alors que tout le monde travaillait dur au festival, nous voyons le gilet préparer la pâte d'un pain, dans une forme un peu suspecte, et très suspecte en fait. La Veste passe soudain en mode attaque et pose des questions sur le monde d'Itsuki, disant qu'il existe un argot masculin dans lequel les hommes disent qu'ils veulent mettre leur bouche sur une belle grotte. Et suivant cette ligne de pensée, la Veste demande à Itsuki quelle partie de son corps il aimerait mordre, lui demandant quelle partie d'elle il trouverait la plus délicieuse. Elle met Itsuki dans une situation compliquée, et dans sa frayeur, il lui jette même de la farine au visage. Et quand vient le moment de répondre, il réfléchit sérieusement et dit qu'il lui mordrait l'oreille, ce qui le sauverait de la prison. Cependant, bien qu'elle semble être une grotte aux pensées mûres, la Veste prouve à nouveau son innocence, en utilisant la réponse d'Itsuki pour faire du pain en forme d'oreille. Le pain est beaucoup plus gros qu'une oreille normale, et elle demande à Itsuki
Itsuki de le goûter et de lui dire ce qu'il pense de son oreille. Il dit que c'est très bon, mais qu'il manque encore quelque chose. Et la veste dit alors qu'il doit vraiment vouloir son oreille, mais elle dit rapidement qu'elle ne faisait que plaisanter, puis traite Itsuki de vilain garçon. Ce qui amène Itsuki à se demander si la veste est vraiment aussi pure qu'il le pense. Un peu plus tard, le gilet fait un dessin de pain un peu suspect et commence à le dévorer d'une façon encore plus suspecte, ce qui effraie encore plus Itsuki. Peu après, elle fabrique un autre pain de forme suspecte, ce qui prouve qu'elle n'a vraiment pas l'esprit pur. Peu après, elle demande à Itsuki de dévorer un pain avec le petit trou qu'elle a fait, ce qu'il fait. Pendant ce temps, la livreuse, qui est aussi une prêtresse, reçoit des conseils du raton laveur, lui demandant comment elle pourrait terminer son travail plus rapidement, car si elle continue à travailler comme ça, elle n'aura jamais le temps d'accomplir ses devoirs de prêtresse. De retour au gilet, elle essaie plusieurs types de pains, mais aucun ne semble être le pain du bonheur. Elle fait semblant d'être triste et Itsuki fait de son mieux pour la motiver. Mais elle révèle qu'elle n'est pas triste et qu'elle s'est souvenue de quelque chose que son grand-père lui avait dit dans le passé. À l'époque, il avait dit que le pain heureux est créé lorsque deux choses spéciales se connectent et avec une étincelle dans les yeux. Elle demande à Itsuki de connecter sa chose spéciale à la sienne. Quelques jours plus tard, les deux se connectent enfin, créant un pain appelé la saucisse Shikuwa du bonheur. Après avoir fabriqué plusieurs de ces pains, le stand du gilet est installé au festival. Cependant, Mahiru et Ayuzu arrivent de nulle part et commencent à vendre des pains provenant du sac situé à côté du gilet. Normalement, c'est la prêtresse de la constellation du lion elle-même qui devrait vendre ces pains. Mais comme elle a récemment vécu un événement traumatisant, son père leur a demandé à toutes les deux de vendre les pains à la place de sa fille. Elles recevront toutes les deux de grandes récompenses pour leur venue. Et après quelques heures, la veste vend tous ses pains. Cependant, Mahiru et Ayuzu, en plus de vendre leurs pains, vendent également les pains qui arrivent par plusieurs camions. Et en réalisant qu'elle a échoué, la veste devient triste, mais Itsuki la motive en lui disant que les pains artisanaux qu'elle fait ont leur valeur. Elle se souvient du moment où elle a fait son pain du bonheur et lui dit qu'il a raison et le remercie en disant que ces pains artisanaux ne doivent pas être comparés aux pains en sac. Ensuite, elle chuchote quelque chose à Itsuki, disant qu'elle veut le remercier et lui demande de la suivre. Ensuite, dans une pièce fermée à clé, elle lui dit qu'elle veut le rejoindre, comme ce pain de bonheur. Itsuki est accepté de bonne grâce et la scène se termine sur eux deux en train de s'embrasser dans un lit. Après avoir brandi son épée avec son gilet, Itsuki retourne au festival et tombe sur Mahiru et Ayuzu qui vendent des culottes parce que leur pain est déjà épuisé. Pour ne pas écraser Itsuki, elle fait rapidement demi-tour et s'écrase la tête la première contre un arbre. Il lui demande si elle va bien et la fille lui tend une lettre et s'en va. La lettre était une invitation pour Itsuki à visiter un manoir de voyants. Il entre dans le manoir et se retrouve contraint de relever plusieurs défis, tous plus compliqués les uns que les autres. Tous les défis consistent à livrer des lettres et les défis sont insensés au point de le forcer à sauter d'un avion. Il réussit le test et se voit confier la mission de remettre une lettre à Maru, le nom de la prêtresse qui distribue les lettres. Il la trouve en train de chercher les lettres qu'elle a perdues dans un tas de boue et même si Itsuki l'aide, elle n'arrive pas à trouver la dernière lettre manquante et Itsuki lui dit de sortir de la boue et de s'excuser auprès du destinataire d'avoir perdu sa lettre. Et alors qu'il s'apprête à lui dire de faire sécher ses vêtements sur un arbre, il lève les yeux et trouve la lettre dont il s'était emparé. La jeune fille est très heureuse et serre Itsuki dans ses bras en le remerciant. Itsuki lui remet alors la lettre qui lui a été envoyée et elle lui dit que cette lettre vient de son maître et que le contenu est une bonne nouvelle pour lui et pour elle. Avant qu'elle n'aille distribuer les autres lettres, Itsuki lui propose de l'aider à les distribuer. Ensemble, ils résolvent rapidement le problème. Et à la fin, la dernière lettre est une lettre d'elle à Itsuki. Et elle dit dans la lettre qu'elle a commencé à l'aimer beaucoup après avoir appris à mieux le connaître. Et en réponse, il lui demande d'avoir des enfants avec lui. Et elle accepte, lui donnant même un baiser sur la joue. Elle dit que dans la lettre de son patron, on lui a donné quelques jours de congé pour accomplir son devoir de prêtresse. Et après avoir dit cela, ils passent aux scènes d'action, donnant naissance à un autre enfant qui a donné à Itsuki assez de puissance pour terminer les 9e et 10e couches du donjon. Quelques jours plus tard, Aguashinin organise le festival du rituel final des amoureux, disant qu'il ne manque plus que 2 filles pour Kitsuki et tous ses enfants. Aguashinin explique qu'à partir de maintenant, certaines filles seront choisies par Itsuki lui-même pour la réunion. Et la première choisie est Sui, une fille avec laquelle Itsuki n'a pas encore eu d'enfant. Elle rejoint Itsuki à l'extérieur et il lui dit qu'il voulait mieux la connaître et que c'est pour cela qu'il l'a choisie. Il convoque une limousine remplie d'animaux à l'intérieur et tous deux partent voir les animaux dans leur habitat naturel. Itsuki complimente les animaux, ce qui met Sui dans l'embarras et le rend heureux d'aimer la nature. Au déjeuner, Itsuki dit qu'il a préparé un repas végétalien, mais la perverse Aguashinin a gâché leur plaisir. Ensuite, pendant la visite, elle dit à Itsuki que depuis qu'elle a été attaquée par les impuretés et que ses parents sont partis, les animaux sont tout ce qui lui reste pour lui tenir compagnie. Itsuki entend tout et la réconforte. Après cette rencontre, il dit qu'il ne peut pas pardonner aux impuretés du donjon d'avoir gâché la vie heureuse de la famille de Sui
Et tandis qu'Itsuki et Sui développaient une romance avant d'avoir un autre enfant, les autres filles profitaient simplement de la vie. Et quelques heures par jour, elles donnaient des interviews. Amahiro lui-même a fait l'éloge d'Itsuki et lui a dit qu'il lui faisait confiance pour nettoyer les impuretés de ce monde. Le lendemain, Itsuki a rencontré Sui pour la rendre encore plus heureuse. Il lui a préparé de nombreuses portions de sushi, ce qui a permis à Sui de l'accepter complètement comme un bon être divin. Ensuite, Aguashinin a organisé un rendez-vous collectif et Itsuki a choisi plusieurs filles, dont Mireille, une prêtresse avec laquelle il n'a pas encore développé d'intrigue. Mireille est une scientifique qui souhaite faire des recherches et découvrir tout ce qu'il y a à savoir sur l'être divin. Mais avant le rendez-vous, Aguashinin a organisé un concours entre les élus pour décider laquelle d'entre elles aura un rendez-vous privé avec Itsuki. Avant que la compétition d'escalade ne commence, Aguashinin donne à tous les concurrents un bain hydratant. Lorsque la compétition devient plus intense, plusieurs d'entre eux commencent à tomber à cause des sols glissants. Finalement, Mireille remporte l'épreuve. Après cela, elle rencontre Itsuki, qui est prêt à courtiser une autre fille. Mireille enlève ses lunettes pour entrer dans une piscine et dit qu'elle ne voit pas très bien sans elle et demande à Itsuki de l'aider. Il la place sur ses genoux, ce que Mireille a elle-même demandé, afin qu'elle puisse compenser son manque de vision en le voyant de plus près. Mais elle en profite pour étudier chaque partie du corps de l'être divin. Quelque temps plus tard, lors d'une interview, Itsuki s'est vu demander où Mireille le touchait sous la mousse, et avec un air très sérieux, il a répondu qu'il laissait cela à l'imagination du public. Après plusieurs réunions retransmises à la télévision, Itsuki se voit confier la mission de choisir l'une des deux prêtresses enceintes. Il choisit Sui, mais alors que l'action est sur le point de commencer, Aguashrin enlève Mireille pour qu'il puisse effectuer un double rituel. Mireille, craignant qu'Itsuki ne supporte pas la pression, s'empresse d'apporter un puissant remède, et c'est ainsi qu'ils deviennent 3 jours et 3 nuits, créant ainsi les enfants les plus puissants de tous les temps. Quelques jours plus tard, tout le monde est réuni en présence du roi, et Narcisse explique qu'il a découvert un autre labyrinthe, et que la source de toutes les impuretés de ce monde se trouve au bout de cet endroit. En d'autres termes, si Itsuki ne scelle pas cet ennemi, les impuretés entreront à nouveau ce monde. En quittant le château du roi, Aguashrin a commencé à dire à Itsuki que s'il y a un 13e étage, il doit y avoir une autre prêtresse. Aguashrin lui dit que les prêtresses ne sont pas seulement des femmes, mais aussi des hommes, et lui montre des photos. Cependant, Itsuki n'hésite pas et déclare qu'il dévorera n'importe quel trou pour le bien de l'humanité. Après cela, Itsuki s'est promené dans la ville, observant les hommes pour essayer de trouver celui qui serait son prochain partenaire. Il y a plusieurs hommes dans la ville, de Seiya qui le suit tout le temps, aux hommes musclés qui portent un poids sur leur dos tous les jours. Il passe toute la journée à observer les hommes, à interagir avec eux, et à la fin de cet épisode 9, complètement fou, il essaie d'avoir un enfant avec Narcissus et Seiya. Mais heureusement, ce n'était qu'un mensonge de la part d'Aguashrin, l'épisode 9 n'étant qu'une incitation pour que les Japonais commencent eux aussi à donner de leur personne. C'est sans doute à cause de cet épisode que la note de cet anime est absolument nulle sur MyAnimeList. Nous arrivons donc au lendemain, où Itsuki s'entraîne avec Alf et ses enfants. Après une courte séance d'entraînement, il demande à ses enfants de se reposer, et lorsqu'Alf lui reproche d'y aller trop doucement avec ses enfants, il lui répond que ce repos est nécessaire, car demain ils vont combattre le boss du 12e étage du donjon. Pendant la nuit, alors que ses enfants dormaient, Alf a promis de prier pour leur sécurité, et c'est ainsi que le lendemain, ils ont avancé contre le 12e boss. Itsuki dirige toute l'attaque, et l'un de ses enfants est presque touché par le boss, mais il le sauve et demande à tout le monde de continuer à attaquer. Après cela, tout le monde continue à faire pression sur le boss jusqu'à ce qu'Itsuki l'achève finalement avec son épée. Après la longue bataille, Aguashrin le félicite d'avoir autant évolué. Cependant, après avoir quitté le donjon, le sol commence à trembler, et Itsuki se rend compte qu'il a vraiment besoin de la dernière prêtresse pour terminer sa mission et retourner dans son monde. Un peu plus tard, devant le roi, Itsuki apprend qu'il existe bien un 13e étage, mais qu'il n'a pas encore été ouvert. Le roi déclare qu'il faut trouver d'urgence la 13e prêtresse afin qu'Itsuki soit parfaitement préparé pour la bataille à venir. Itsuki promet de trouver la prochaine prêtresse, qui s'avère être Alf depuis le début. D'une manière ou d'une autre, elle sait qu'elle est la prêtresse, mais elle ne veut pas le dire à Itsuki. En fait, elle veut qu'il le découvre par lui-même. Elle commence donc à pratiquer divers rituels sataniques dans l'espoir d'amener Itsuki à l'écrire. Le premier consistait à placer une mèche de cheveux dans son dos. Si la mèche de cheveux n'était pas découverte dans les 3 jours, sa magie fonctionnerait. Aguashrin s'en rendit compte immédiatement. Le deuxième sort, je ne me souviens même pas de ce que c'était, mais il a été arrêté par la prêtresse de la délivrance. Elle essaie d'autres méthodes, mais comme elles échouent toutes, elle décide finalement de révéler à Itsuki qu'elle est une prêtresse. Le lendemain, Itsuki est dans la rue à la recherche de la prochaine prêtresse, demandant si une fille a reçu un nouveau symbole sur son corps. Alf tente de révéler son secret, mais un groupe de filles, criant le nom de Seiya, l'empêche d'atteindre Itsuki. Cependant, Aguashrin a entendu quelqu'un dire qu'il s'agissait de la prêtresse. Aguashrin vérifie donc la vérité et dit à Alf de se dépêcher d'avoir un enfant avec Itsuki. Cependant, elle
Elle hésite et dit que les rencontres doivent être faites dans les règles, en disant qu'elle doit montrer une cassette vidéo à Itsuki et que c'est seulement après cela qu'ils pourront continuer à élever l'enfant. Aguashin apporte la cassette à Itsuki et il découvre qu'il s'agit d'un anime de romance. Après avoir visionné toute l'histoire, Itsuki se prépare à développer une belle intrigue romantique avec Alf. Tout d'abord, ils voyagent en voiture où Itsuki se fait passer pour un homme à la voix grave. Ils dînent dans des endroits luxueux et, à la fin de la journée, Itsuki se rend dans la chambre d'Alf. Il lui dit qu'il est très heureux qu'elle soit la dernière prêtresse car il a toujours voulu vivre une histoire d'amour avec elle. Dans la chambre d'Alf, il découvre certaines choses sur elle, mais il finit par lui raconter plusieurs choses sur sa vie, comme le fait qu'il a perdu ses parents. Il parle aussi un peu de ses aventures dans le donjon, qui ont été très difficiles. Alf écoute tout et commence à parler davantage d'elle-même, montrant même un carnet d'entraînement qu'elle a réalisé avec les points positifs et négatifs de tous les enfants de l'être divin. Itsuki lit tout et remercie Alf d'avoir réalisé cette œuvre d'art. Il demande s'il peut emporter ce livre avec lui lorsqu'il retournera dans son monde, et Alf répond par l'affirmative. Itsuki l'appelle donc pour mettre au point leur prochain enfant. Mais avant cela, il lui offre un cadeau et elle l'embrasse joyeusement. Sur le lit, Alf accepte finalement d'avoir un enfant avec lui. Mais avant toute scène dans la chambre rose, elle a un mal de ventre insensé à cause de sa nervosité. Cependant, le raton laveur avait déjà préparé un médicament qui lui permit de se rétablir rapidement. Et le 13e enfant fut enfin mis au monde. Après l'accouchement, Alf est fatigué et s'évanouit sur les genoux d'Itsuki. Elle est mise au lit et, de l'autre côté de l'écran, le roi dit à Narcisse qu'il faut maintenant dire la vérité à Itsuki. Cependant, pendant que le roi ne le fait pas, Itsuki se promène dans la ville avec son fidèle compagnon, à la bouche nauséabonde. Itsuki révèle qu'il est un peu surpris que ce monde fête aussi Noël, et le raton laveur trouve une édition spéciale d'un livre inapproprié, et finit par abandonner Itsuki pour aller l'acheter. Une fois seul, Itsuki regarde autour de lui et aperçoit un magasin qui vend des articles idoles, et il se souvient qu'Alf adore les idoles. Il s'approche et est surpris par la quantité d'articles sur les idoles. Mais il n'hésite pas et demande au propriétaire du magasin s'il peut lui recommander quelque chose de bien sur les idoles des années 80, en précisant qu'il s'agit d'un cadeau pour un être cher. Il achète plusieurs articles et le propriétaire du magasin salue sa bien-aimée. Après avoir quitté le magasin, Itsuki se demande si Alf va vraiment aimer ce qu'il a acheté. Mais avant qu'il ne puisse aller la voir, Narcisse l'arrête en chemin et lui dit que le roi veut lui parler. Lorsqu'il arrive dans la salle royale, le roi lui dit qu'il va lui révéler quelque chose qu'Itsuki doit garder secret. Le roi et Narcisse lui disent que le 13e boss, le roi des impuretés, ne peut pas être vaincu comme les autres boss. Itsuki demande ce qui ne va pas avec ce 13e boss et il lui révèle que ce boss ne peut pas être vaincu. Cependant, il existe un moyen de le sceller. Ils expliquent à Itsuki qu'il devra accomplir un rituel sacré, où il devra se sacrifier pour sceller le dernier boss. Il demande s'il y a un autre moyen, mais sans hésiter, le roi et Narcisse répondent par la négative. Le Guaxinim entend tout et reste caché, regardant Itsuki accepter son destin. Quelque temps plus tard, le Guaxinim tente de parler à Itsuki, mais celui-ci demande à la créature de le laisser tranquille pour l'instant. Il se promène dans la ville et voit tout le monde profiter joyeusement de Noël et réfléchit au fait qu'il est le seul capable de sauver ce monde. Il se demande ce qu'il doit faire, mais lorsqu'il voit une famille heureuse, il se souvient que c'est Noël et que ce serait vraiment bien s'il achetait un cadeau pour chacune des filles. Le lendemain, il va d'une file à l'autre, leur offrant des cadeaux du mieux qu'il peut. Finalement, il rencontre Mariro et lui offre son cadeau, un nouveau porte-clés pour remplacer celui qu'elle porte et qui est très abîmé. Elle dit qu'elle n'en a pas besoin, mais lorsqu'il essaie de le reprendre, elle refuse de le faire et le remercie pour son cadeau. Peu après, il rappelle à Mariro la promesse qu'ils ont faite lorsqu'ils étaient enfants et lui dit qu'il ne l'a jamais oubliée et qu'il sera toujours à ses côtés. En parlant de cela, Witsuki commence à s'emmêler les pinceaux et dit presque que c'est la dernière fois qu'ils se voient. Au milieu de cette confusion, Mariro s'approche pour l'embrasser et Witsuki fait de même. Mais le maudit Guaxin interrompt tout en disant qu'il veut lui aussi un baiser. Le lendemain, Witsuki se rend chez Alf et lui sert de la soupe en lui disant que cela devrait l'aider à aller mieux. De plus, il lui donne les cadeaux qu'il a achetés et elle est heureuse, disant qu'il a acheté beaucoup de choses rares. Mais Witsuki est humble et dit que c'est grâce au propriétaire du magasin et qu'il ne connaît rien aux idoles. Alf décide alors de révéler son ultime secret à Witsuki en disant qu'elle est la fille d'un être divin et d'une prêtresse, ce qui choque Guaxin qui écoute tout. Elle se demande comment un enfant constellation peut ressembler au sien. Mais c'est Alf elle-même qui répond à cette question, en révélant à Witsuki qu'elle n'a pas le pouvoir d'un enfant constellation. Au milieu de ces révélations, un programme idole commence et Witsuki participe à tout sans rien comprendre. Après cela, il décide que le moment est venu de donner sa vie pour le bien de tous. Et après avoir préparé son équipement, il retourne chez lui et là il offre un cadeau à la maudite Guaxin et demande à la petite créature si elle est vraiment une femme. Et Guaxin répond par l'affirmative, disant qu'elle s'appelle Mana et que c'est une belle et merveilleuse fille. Witsuki serre alors Mana dans ses bras et la remercie de l'avoir aidé pendant tout ce temps. Après tout cela, il dépasse toutes les limites, se rapproche et Mana s'endort en ronflant
marquant sur son visage. Le lendemain, il se réveille, déterminé à aller sceller le dernier boss et à sauver ce monde. C'est ainsi que nous arrivons à l'épisode 12, intitulé « Give birth to a child of mine ». Mais avant cela, une réunion des 12 prêtresses avec le roi et Narcisse a lieu. Ils expliquent aux filles qu'Uitsuki devra se sacrifier pour sceller le dernier boss. Oui, c'était un secret. Mais elles y sont allées et ont raconté des ragots, disant qu'Uitsuki se scellerait avec son plus grand ennemi pour l'éternité. Les filles demandent s'il est vraiment nécessaire de faire ce rituel, et le roi répond que c'est nécessaire pour sauver le monde de Grande Vanne. Elles disent qu'Uitsuki a déjà accepté de donner sa vie pour le bien de tous, mais Mahiro ne peut pas accepter qu'il ait vraiment l'intention de se sacrifier. Pendant ce temps, Uitsuki parle à Alf, lui révélant son sacrifice. Mais il dit qu'avant cela, il a l'intention de se battre, et Alf dit qu'elle le soutiendra dans ce combat, et Raccoon a également l'intention de le soutenir. Ensuite, à l'intérieur du donjon, ils avancent vers le dernier boss, et Raccoon décide de révéler son dernier secret à Uitsuki, en disant qu'elle est une raccoon brésilienne, ce qui explique ses discours pervers et son comportement extrêmement vulgaire. Heureusement, elle lui dit qu'elle est prête à rester avec lui jusqu'à la fin, même si cela signifie leur mort à tous les deux. Ils arrivent devant le dernier ennemi, qui semble très puissant. Uitsuki tente de l'attaquer, mais il ne parvient même pas à l'égratigner. Pendant ce temps, Alf était dehors avec tous les enfants, car Uitsuki ne voulait pas qu'il perde la vie à ses côtés. Dans l'esprit d'Alf, elle se sentait comme la femme la plus importante de tout le royaume, comme si c'était elle qui devait s'occuper de tous ses enfants. Cependant, les enfants ne veulent pas l'accepter comme leur mère. Pendant ce temps, dans la chambre du roi, les filles commencent un rituel, en levant les mains en l'air, une position quelque peu suspecte. Ce rituel fait apparaître un cercle magique au-dessous d'Uitsuki. De cette magie, plusieurs pointes ont transpercé le corps d'Uitsuki, mais à la fin du rituel, Amahiro s'est arrêté, disant qu'il ne pouvait pas sacrifier son meilleur ami. De l'autre côté de l'écran, Uitsuki a survécu, mais le chef d'Ondar a tout fait s'écrouler, obligeant le raton laveur à sauver Uitsuki avec son bouclier. De retour dans la salle du roi, Amahiro demanda s'il y avait un autre moyen de sauver le monde, et Amarei révéla alors un moyen, qui était pour l'être divin d'avoir de vraies relations avec toutes les prêtresses, acquérant ainsi le pouvoir de débarrasser définitivement le chef de toutes les impuretés. Pour le roi, c'est un pari très dangereux, mais comme il n'y a rien d'autre à faire, il demande aux prêtresses d'aider Uitsuki et de sauver le monde. Tout le monde est heureux et court vers Uitsuki. Pendant ce temps, un véritable chaos se produit à l'entrée du donjon, et les enfants se préparent à affronter le mal. Le 13e chef atteint la sortie avant Uitsuki, mais heureusement les prêtresses sont déjà arrivées pour soutenir Uitsuki. Pour la première fois, elles font autre chose que de donner naissance aux enfants, et elles se synchronisent avec leurs enfants, donnant plus de puissance divine à chacun d'entre eux. Et avec cette puissance, les 12 enfants se transforment en 3 maîtres géants. À l'intérieur du donjon, comme nous l'avons vu précédemment, Amana a réussi à sauver Uitsuki avec son bouclier, et maintenant, elle lui a donné plusieurs médicaments pour le rendre plus fort, plus dur et plus épais. Il pourra ainsi vaincre le chef des impuretés. Ils avancent vers la sortie, et Uitsuki arrive à point nommé pour sauver Alf et sa petite fille du feu croisé de la bataille qui se déroule. Les filles disent qu'elles sont venues pour l'aider, et Uitsuki révèle qu'il ne veut pas mourir, car il a encore l'intention de développer son intrigue beaucoup plus avec chacune d'entre elles. Il demande à emprunter le pouvoir des filles, ce qu'elles acceptent. Elles recommencent le rituel, cette fois dans le but de rendre Uitsuki plus fort. Le chef tente de les détruire, mais les enfants les protègent. Le boss attaque Uitsuki avec d'innombrables attaques magiques, et il en contre la plupart, mais il ne peut en éliminer une qui lui arrive dessus. À ce moment-là, Alf s'avance devant lui et reçoit le coup en plein milieu du ventre. Uitsuki lâche son épée et la tient. Elle s'allonge sur le sol et au lieu d'être triste, Alf est heureuse d'avoir sauvé Uitsuki et elle a l'intention de mourir avec le sourire en disant qu'elle a rempli son devoir en tant qu'enfant de la constellation. Uitsuki la réprimande et lui dit qu'elle ne peut pas mourir et qu'ils doivent soigner ses blessures, mais celle-ci ne semble pas avoir de remède. Alf commence à faire ses adieux, disant qu'elle est heureuse d'avoir vécu une belle vie et d'être devenue prêtresse. Mais Uitsuki lui répond qu'elle n'a pas encore été assez heureuse. En réponse, Alf lui demande de la rendre plus heureuse et ferme les yeux, attendant un baiser. Uitsuki s'exécute. À la fin, elle meurt vraiment, en disant à quel point il l'a rendue heureuse, même si son épée était petite. Tout le monde était triste, et Uitsuki fut pris d'une grande colère et commença à dire qu'il ne pardonnerait pas ce dernier boss. Il se leva, et l'emblème du Serpentarium apparut au-dessus de lui, ce qui n'arrivait que parce qu'Alf était mort, en pensant à Uitsuki, jusqu'à son dernier moment. Les filles ont alors commencé à se concentrer sur l'aide à apporter à Uitsuki. Chacun d'entre eux prononça ces belles paroles inutiles, qui remplirent le corps d'Uitsuki de puissant, le transformant, lui et tous les enfants de la constellation, en un seul et gigantesque mecha. À l'aide de cette armure mecha géant, il a tiré une flèche de lumière verte qui a forcé le boss du 13e donjon à montrer sa vraie force. Cette créature demande à l'être divin pourquoi il le rejette, ce qui choque tout le monde. Et la réponse d'Uitsuki est qu'il le rejette parce qu'il est une impureté. Et le chef approuve en disant qu'il est l'impureté qui détruira tout dans ce monde. Cependant, le chef dit qu'il a été créé par les humains. Et après avoir dit cela, le chef entoure Uitsuki de ses tentacules et commence à l'électrocuter en disant que Uitsuki est aussi un être impur comme lui, qui a profané les corps de toutes les prêtresses pures. Le chef dit à
Witsuki de l'accepter, disant qu'ils peuvent devenir un et profaner ce monde entier ensemble. Mais Witsuki refuse de l'accepter et utilise son arme la plus puissante, qui est le discours du héros. Il dit qu'aimer quelqu'un peut signifier profaner le corps de cette personne, mais il dit qu'aimer n'est pas seulement cela, car en profanant le corps des prêtresses, il a donné vie aux enfants des constellations. Il dit que si l'amour humain crée des impuretés, alors les enfants des constellations sont l'espoir de les éliminer, disant que c'est ce qu'Alf et toutes les autres filles lui ont appris. Son beau discours a incité sa dernière fille, qui ne l'aidait pas, à commencer à prier pour son bien-être. Elle lui donne assez de force pour vaincre le chef des impuretés. Grâce à cette force, il frappe le chef de plein fouet et le rejette dans le donjon. À la fin, le chef commence à être scellé, et alors que Witsuki est jeté au loin, il voit ses enfants dire qu'ils s'occuperont du chef à sa place, accomplissant ainsi leur devoir d'enfant des constellations. Les enfants le remercièrent de leur avoir donné naissance et firent leurs adieux à Witsuki en scellant la créature. Le lendemain, Witsuki reçut les remerciements du roi et pendant la nuit, il rencontra Amahiro. Elle lui demanda ce qu'il comptait faire maintenant, voulant savoir s'il rentrerait chez lui ou s'il resterait dans ce monde. Elle lui répondit qu'elle rentrerait chez elle pour voir ses parents. Cependant, il n'a pas de famille et ce monde semble être un endroit très agréable pour lui. Cependant, Witsuki dit à Amahiro qu'il reviendra parce qu'il a déjà accompli son devoir et parce qu'il veut aussi changer de vêtements, parce qu'il ne supporte plus de porter les mêmes. Au moment où il s'apprête à rentrer, toutes les prêtresses apparaissent et Witsuki révèle qu'il a décidé de retourner dans son monde. Elles acceptent sa décision et lui disent au revoir en souriant. Witsuki dit enfin au revoir à toutes les filles et se retourne, mais l'une d'entre elles lui court après en disant qu'elle ne peut pas lui dire au revoir. Les autres filles commencent à dire la même chose et se dirigent vers Witsuki. Finalement, toutes les filles, y compris Alfie qui aurait dû mourir, et Aguachinin sous la forme d'une fille, partent dans l'autre monde en le suivant. Même les enfants de la constellation qui étaient censés sceller le patron apparaissent dans l'autre monde. Et Witsuki demande ce qui s'est passé. Et Alfie dit qu'ils ont été ranimés. Et Mana, avec son corps humain, dit qu'elle est devenue ainsi après que Witsuki a baigné son corps de tout son amour. Ce qui fait qu'Amahiro étrangle Witsuki quand il découvre que même la Guachinin n'a pas échappé à sa méchanceté. Il nie avoir fait quoi que ce soit à la Guachinin. Et lorsqu'il se demande ce qu'ils vont faire maintenant, Amahiro invite simplement tout le monde à venir séjourner chez lui. Finalement, Witsuki épouse toutes les filles et leur demande d'avoir de vrais enfants avec lui, ce qu'elles acceptent volontiers. Ainsi se termine l'anime avec la meilleure fin que j'ai jamais vue dans ma vie. Même Rude ne peut pas battre celle-là, mais 13 femmes que... 14, c'est ça? 14 avec le légendaire Aguachinin, le meilleur anime de tous les temps. Celui qui a dit que c'était mauvais ne sait pas comment regarder un vrai animé. Retourne à One Piece.